Phénomène incroyable, Squid Game, disponible sur Netflix, n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Et si j'avais été l'un des premiers youtubeurs francophones à tenter d'en expliquer les détails cachés, ou certains éléments plus complexes à appréhender, depuis la sortie de ma première vidéo, que vous pouvez retrouver ici, énormément de choses ont été dites sur la première saison de la série Événements. Me rendant compte que je pouvais aujourd'hui apporter des éléments supplémentaires à cet engouement collectif, j'ai décidé de vous offrir une nouvelle vidéo d'analyse et d'explication complémentaire à ma première vidéo. Salut à tous et à toutes les expressistes, j'espère que vous allez bien et que comme d'habitude, vous vous gavez de cinéma mais aussi de séries. Je suis The Will et dans cette vidéo, je vais aborder tout un tas de points que je n'avais pas abordés sur ma première vidéo de Squid Game, par rapport à mes découvertes récentes, à ce que j'ai pu voir sur le net ou encore par rapport à vos commentaires. Je vais également parler de quelques théories, le tout 100% divulgachi. Donc il vaut mieux être à jour de la saison 1 pour ne pas vous faire spoiler tout le contenu des événements de la saison. Et je le répéterai pas assez, mais il vaut mieux également avoir vu ma première vidéo sur le sujet. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, on est parti. J'avais déjà consacré une partie de ma vidéo précédente à Oh Il-nam, mais entre-temps, j'ai pu voir ou lire certains éléments troublants supplémentaires à son sujet. Par exemple, certains indices concernant le fait qu'il soit impliqué dans le jeu en tant que VIP. Il y a une rumeur qui dit qu'il n'est pas scanné lors du jeu 1, 2, 3 Soleil, mais pourtant on le voit, il est bien scanné. Par contre, on peut remarquer que la lumière qui le scanne ne semble pas tout à fait être du même vert que les autres candidats. Ensuite, dans cette scène, c'est le seul qui se marre pratiquement du début à la fin du jeu. Sans doute est-il extrêmement excité à l'idée d'être enfin plongé au cœur de l'action. Et a-t-il du mal à contenir son émotion? Et pour finir, la poupée ne fait que scanner. Mais ceux qui tuent, ce sont les gardes armés. Et ils ont probablement des consignes pour ne pas toucher le numéro 1. Oh Il-nam également n'apparaît pas dans les archives lorsque le flic cherche les profils des participants du jeu. La liste démarre ainsi au numéro 2. Difficile de savoir s'il a participé à d'autres éditions précédentes du Squid Game. En effet, dans les archives précédentes, les listes semblent bien commencer au numéro 1. C'est possible qu'au moment du jeu de billes, Oh Il-nam ne souhaitait pas de partenaire, et s'était isolé exprès, car il savait que dans les jeux suivants, il n'aurait aucune chance. Au jeu du pont de verre, n'importe qui aurait pu le pousser. Et puis, au Squid Game... Bon, j'ai vraiment besoin de vous expliquer pour quelle raison il n'aurait pas eu la force physique de remporter le Squid Game. Revenons sur la scène d'émeute entre les joueurs. Lors de cette scène, c'est lui qui demande à ce que les gardes interviennent. On pensait que c'était pour défendre l'intérêt commun, mais en sachant que c'est lui le créateur, on comprend qu'il avait juste eu vraiment peur pour sa vie. D'ailleurs, un triangle apparaît sur son visage scanné. En plus, il est le seul, il me semble, avec le médecin, à avoir un triangle sur le visage, alors que les autres participants pas du tout. Un autre élément qui était sacrément difficile à repérer sur Oh Il-nam, c'est lors du jeu de la corde. En fait, il était sûr de ne pas mourir. En effet, tous les participants ont des chaînes avec un énorme cadenas verrouillé, sauf lui. C'est assez flagrant sur ces images que j'ai récupérées de la vidéo du youtubeur anglophone Maxidoxy. On voit bien qu'il a des menottes, mais ce ne sont pas les mêmes, on le reconnaît à leur forme et à leur couleur. Un autre petit indice qui montre qu'il n'est pas comme les autres participants, au moment du retour des participants sur l'île, on ne le voit jamais se faire gazer comme les autres pour y retourner. À la fin de la saison, on découvre donc que Oh Il-nam est le créateur du Squid Game, et au moment où le flic découvre les archives, on voit qu'elles remontent au minimum à la fin des années 80, avec une liste évoquant les vainqueurs des 6 tours, le nom d'origine du Squid Game, en 1988. Ainsi, l'architecture des salles de contrôle des soldats, les signes carrés, triangles ou ronds, qui sont omniprésents, ou encore l'affichage digital du nombre de participants ou de la somme à gagner, rappellent l'environnement des salles d'arcade ou même les consoles de jeux vidéo des années 90. On peut supposer, d'après cette observation, que Oh Il-nam, en tant que joueur invétéré, se sera inspiré de ce qu'il a connu à l'époque pour façonner son jeu macabre. Petit œuf de Pâques, relevé par la plupart des youtubeurs, easter egg pour ceux qui n'auraient pas compris, tous les jeux sont indiqués sur des dessins peints sur les murs depuis le début dans la chambre des participants, là où se trouvent tous les lits. Mais au début, c'est vrai, on ne fait pas forcément attention. Mais en réalité, tous ces dessins étaient bien là depuis le départ. 1, 2, 3, soleil. Allez, on passe à quelques théories. Est-ce que Oh Il-nam est le père de Gi-hun? Il s'agit d'une théorie très populaire et c'est vrai qu'on est nombreux à vouloir que ce soit le cas. Et cette théorie repose sur plusieurs indices, comme le fait que Gi-hun, comme le fils de Il-nam, souffraient tous les deux d'intolérance au lactose quand ils étaient petits. Ou encore le fait que la date d'anniversaire de Gi-hun arrive dans quelques jours, coïncidant ainsi avec la date d'anniversaire du fils du vieillard. Et il y a d'autres indices qui peuvent étayer cette thèse, bien évidemment, mais récemment, cette théorie a été démontrée
démenti par le créateur de la série Squid Game. Je vous cite un petit passage de son interview. Il-nam voulait participer à nouveau au jeu avec Gi-hun, qui a attiré son attention lorsqu'ils se sont rencontrés à l'extérieur. C'est pourquoi il a dû se joindre au jeu. La théorie du père et fils n'est qu'une théorie. Donc voilà, désolé. On peut continuer à faire des théories là-dessus, mais en tout cas c'est pas ce que voulait faire le créateur. Mais bon, peut-être qu'il va changer d'avis et s'inspirer des théories des fans pour la saison 2 et modifier certains éléments. Ça reste possible. Comment les organisateurs savent-ils que Gi-hun est devant son avion ? C'est une question qu'on peut se poser en voyant la fin de la saison 1. En fait, vu le niveau de surveillance et de contrôle visible tout au long de cette saison 1, Gi-hun peut facilement avoir une puce implantée dans le corps. Aujourd'hui, avec les technologies modernes, c'est relativement facile de surveiller quelqu'un d'un minimum connecté, que ce soit à l'aide d'un tracker ou d'un GPS sur le smartphone, ou à l'aide d'un drone, voire d'un satellite. Les moyens sont extrêmement nombreux. Et bien que ce ne soit pas expliqué dans la série, on peut supposer que des moyens ont été déployés pour surveiller les faits et gestes du dernier vainqueur du Squid Game. Il est également possible que les caméras de surveillance de l'aéroport soient piratées, ou encore tout simplement que des gens soient payés pour surveiller Gi-hun à son insu. D'ailleurs, n'oublions pas que les organisateurs sont parfaitement informés des faits et gestes de tous les participants du Squid Game. Il faut se rappeler comment Oh Il-nam retrouve Gi-hun à la terrasse d'un petit bar dans l'épisode 2, ou encore toutes les informations compilées dans les archives retrouvées par le policier pour en être convaincu. Carte rouge contre carte bleue. L'explication de l'opposition entre la couleur rouge et la couleur bleue, notamment symbolisée par l'opposition au jeu de cartes appelé Dakji dans le premier épisode, et, il faut le reconnaître, la dualité de ces deux couleurs a été un peu montée en épingle par tous les théoriciens et fans de la série, moi y compris. Et l'une des explications serait de dire que le bleu est pour les participants et le rouge pour les soldats. Mais le créateur de la série a juste indiqué s'être inspiré d'une légende de fantôme coréen, appelé le Akamanto. Un fantôme qui laisse simplement aux passants le choix entre deux possibilités, à savoir deux couleurs de papier toilette. Le premier vous tue, et le deuxième vous tue aussi, mais différemment, et souvent de façon bien plus sanglante. Oh, monde de merde. Pourquoi personne ne fait rien à l'extérieur du jeu ? La fin de la saison se déroule plus d'1 an après la fin du jeu, et je rappelle que le flic a envoyé des documents à la police, mais pourtant rien ne semble avoir changé. Est-ce que la police est complice, ou y a-t-il eu des conséquences qu'on n'a pas encore vues durant l'intervalle de temps d'1 an ? À ce stade, c'est possible, mais on n'a pas encore toutes les réponses. Et si vous trouvez ça bizarre que rien ne se passe, et qu'il n'y a pas de mobilisation pour 400 à 450 personnes disparues sans laisser de traces, eh bien sachez qu'en réalité c'est tout à fait possible, voire réaliste. À titre de comparaison, dans la réalité, en France, tous les ans, vous avez plein de disparus. D'ailleurs, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, on en dénombre environ 40 000 chaque année. 40 000 ! Mais pas grand monde s'en inquiète, on est d'accord. Et je dis pas que tout le monde trouve ça normal, mais on n'en entend pas beaucoup parler dans l'espace public. Par contre, j'ai pas réussi à trouver de chiffres sur les disparus en Corée du Sud, mais juste celui concernant les enfants. Et on aurait environ 20 000 enfants disparus par an dans ce pays. Voilà. C'est pas glauque du tout comme information. Donc, pour en rester à Squid Game, peut-être que la police est en partie contrôlée, ou en tout cas en relation avec les organisateurs. Peut-être que l'État est impliqué également. D'ailleurs, lorsque Gi-hun se fait couper les cheveux, à la télé, on a droit à un petit reportage indiquant une hausse importante de l'endettement et du recours au crédit. Et juste après, presque mécaniquement, on a droit à une nouvelle édition du Squid Game. Comme si on avait poussé artificiellement des gens au bord du gouffre pour les rendre suffisamment vulnérables et ouverts à une participation potentielle à une nouvelle édition du Squid Game. Pourquoi y a-t-il un trafic d'organes ? Beaucoup de questions sont revenues concernant le trafic d'organes dans la série. Du coup, j'ai décidé de faire une réponse directement dans cette vidéo. C'est juste une interprétation personnelle, mais selon moi, cela témoigne simplement de la cupidité des gens poussés à l'extrême, puisque même les corps morts ou mourants peuvent être transformés et utilisés pour être monnayés. L'être humain n'a pas d'autre valeur que financière. Il est ainsi réduit à l'état de marchandise. Frontman indique, lorsqu'il tue le médecin et son complice soldat, qu'ils étaient au courant de leurs agissements. En effet, tant que le jeu n'est pas faussé, à leurs yeux, le reste n'a aucune importance. C'est sans doute parce que le divertissement des VIP ne doit être entaché ou biaisé sous aucun prétexte. Et je peux comprendre, ça peut arriver de pas avoir envie de se faire biaiser.
Après tout, le Squid Game est un divertissement de riches, et de l'argent est en jeu. On peut supposer par exemple qu'il y a une retransmission à travers le monde, dans un cercle très fermé d'observateurs, et ceux-ci peuvent probablement parier, comme on le voit avec les quelques VIP présents dans la série, dressant ainsi un parallèle outrancier avec le début de la série et avec Gi-hun misant sur les chevaux vainqueurs dans des courses hippiques. Pour revenir sur les corps exploités, l'ironie de ce détournement de corps se trouve dans le fait que, au final, si c'est la possibilité d'avoir un indice concernant les prochains jeux qui a motivé le médecin à continuer à charcuter les corps, en plus de l'appât du gain bien sûr, comme je vous l'ai dit, la liste des jeux était déjà visible de tous depuis le début, mais on s'en rend véritablement compte lors des dernières épreuves, en découvrant que toutes les épreuves étaient dessinées sur les murs. Mais après que les lits des participants morts aient été retirés. Comme quoi, jusqu'au bout, le Squid Game révèle d'ironiques secrets. Avant de finir avec ma conclusion et quelques anecdotes plutôt rigolotes sur la saison 1, je vais vous inviter à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter et à partager cette vidéo autour de vous. Ça permet de soutenir la chaîne et puis ça permet aussi de développer ce type de format sur la chaîne. Donc vous savez quoi faire, je vous en remercie d'avance. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Je publie notamment des critiques exclusives, des critiques écrites sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, et pour les plus fortunés ou les plus fidèles d'entre vous, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Tipeee pour me permettre par exemple de moi aussi avoir les fonds nécessaires pour créer un jour un jeu aussi tordu que le Squid Game. Vous voyez, en mode Oh Il Nam. Non, en mode Oh The Will Nam. Rallie-toi à l'équipe la plus forte, c'est la seule chance que t'as d'en sortir. Allez, on démarre par une petite anecdote culturelle. La configuration absurde des escaliers visibles tout au long de la saison rappelle les œuvres du néerlandais Maurits Cornelis Escher, plus couramment appelé MC Escher. Et non, c'était pas un rappeur, ça n'a pas de rapport. Bref, l'escalier est inspiré de son œuvre surréaliste la plus connue, appelée Relativité. Voyez par vous-même. Dans la série, cela représente le fait d'avancer sans avancer réellement, dans un environnement un peu absurde et inquiétant où l'on perd ses repères. Et vers la fin du jeu, cela montre également le vide et l'aspect sinistre de la structure, caché sous la surface vivante, lumineuse et pleine de couleurs du début de la série. Autre détail amusant, enfin amusant en quelque sorte, en vrai il y a des choses bien plus amusantes que ça je pense, eh bien on peut signaler une sorte de boucle que forme la mort de certains protagonistes tout au long de la saison. Jang Deok-soo saute d'un pont pour échapper à des mafieux, avant de mourir effectivement dans le jeu du pont de verre. Ali Abdul s'était enfui du travail en volant l'argent qui lui revenait de droit, caché dans une enveloppe tachée de sang, avant de mourir parce qu'il s'est fait voler ses billes cachées dans un petit sac en toile qui lui appartenait. De son côté, Kang Sae-byok menace d'un couteau un homme au niveau du cou, avant de se faire égorger elle-même par un couteau. Tandis que Sang-woo a tenté de mettre fin à ses jours dans son bain, avant de succomber en se donnant lui-même un coup de couteau dans la gorge, dans le seul passage des 6 jeux du Squid Game durant lequel il pleut. On peut ajouter enfin que Oh Il Nam est rencontré pour la première fois par Gi-hun alors qu'il est sur son lit parmi les autres participants, et que leur dernière rencontre s'effectue alors que le vieil homme est sur son lit, dans une chambre médicalisée, également lieu de son dernier souffle. Bon, en vrai, on a tous plus ou moins nos théories et nos interprétations concernant la saison. Et même si je considère, à titre personnel, que lorsqu'on réalise une œuvre, une fois celle-ci livrée au public, elle ne nous appartient plus vraiment, dans la mesure où les personnes qui réceptionnent cette œuvre se l'approprient à leur manière. Mais, malgré la vision que j'ai de l'art, je me dis que c'est tout de même intéressant de voir la vision initiale de l'auteur et d'essayer de la comprendre ou de la mettre en perspective avec sa propre vision. Ainsi, je trouvais plutôt pas mal l'idée d'essayer de vous résumer rapidement ce qu'avait en tête le créateur Hwang Dong-hyuk. Comme ça vous permettra de comparer un peu avec ce que vous aviez vous en tête. Le créateur de la série a expliqué ne pas avoir prévu à l'origine de saison 2. Et au départ, il voulait même en faire un film plutôt qu'une série. Mais suite à différents échecs lorsqu'il a proposé son projet, son script a atterri dans un tiroir. Il a dû un petit peu mettre de côté son idée. Et ce n'est que plusieurs années après, avec l'avènement de Netflix, qu'il a pu ressortir ce projet de ses tiroirs et que le feu vert lui a été donné, mais pour en faire une série et non un film. Et donc, pour la suite, il réfléchit à comment il pourrait poursuivre les aventures de Gi-hun et envisage ainsi de s'entourer de pas mal de scénaristes et de réalisateurs confirmés. Le tout pour donner une suite satisfaisante. Le réalisateur est également très surpris de l'inventivité des fans et des théoriciens. Et bien souvent, les éléments d'explication qu'il donne lui au sujet de sa propre série sont bien plus simples et bien plus terre à terre qu'on ne le croit. Et beaucoup d'éléments d'ailleurs sont liés à sa propre vie. Par exemple, reprenons le cas de Oh Il Nam et de son nom. Hwang Dong-hyuk a expliqué ceci. En fait, Il Nam est le nom de mon ami au collège. Dans son nom, Il signifie un, et Nam signifie un homme. Donc je pensais que ce nom conviendrait au personnage.
Innam est aussi le joueur 001. C'est pourquoi j'ai pensé que ce nom correspondait si bien à l'histoire. Son nom de famille est O, car il symbolise Squid Game, O Jing E-Jae-in. Désolé pour l'accent. Et il ajoute même, par rapport au personnage principal, Song Gi-hun est aussi le nom de mon ami. Vous voyez, même dans ses inspirations, parfois c'est juste dû à un hommage ou à une référence personnelle. Et pour continuer sur Gi-hun, le créateur nous dit ceci. Il est vrai que j'ai utilisé Sangyong Motor comme référence. Je pensais que cet incident aiderait à expliquer comment un gars normal comme Gi-hun pouvait aller aussi loin. Il fait référence au licenciement d'une entreprise sud-coréenne appelée Sangyong Motor dans la réalité. Et il a relié cet événement de la réalité à son personnage Gi-hun dans la série. En ce qui concerne l'intention de réalisation du créateur, au micro de CNN, il indique qu'avec sa série, il vise à dénoncer la déshumanisation des personnes endettées et pauvres au sein de la société, et qu'il voulait montrer les inégalités, la fracture entre classes sociales en Corée du Sud. Il ajoute également « La raison pour laquelle j'ai écrit cette série, c'est ma foi en l'humanité. Et c'est ce que j'ai voulu traduire dans la scène finale, comme une catharsis, parce que c'est dans ce monde-là que je veux vivre. » D'ailleurs, pour bien nous faire comprendre que Gi-hun a gardé son humanité malgré tous les événements du Squid Game, il a utilisé le personnage de Sae-byuk pour le ramener à son humanité lorsque celui-ci était tenté d'aller poignarder Sang-woo. Concernant la coiffure rouge de Gi-hun à la fin, selon lui, c'était juste un moyen pour son héros de symboliser sa rage et de faire quelque chose de complètement fou, car il ne pourra jamais revenir à la personne qu'il était avant. Il ajoute d'ailleurs, dans une interview sur Première, que Gi-hun n'est pas du tout un super-héros. Il n'a pas de pouvoir. Il n'est doué en rien spécialement, mais il porte en lui cette humanité. Et je voulais qu'il véhicule cette idée qu'on peut se reposer sur notre humanité au bout du compte. C'est pour ça que Gi-hun devait être le vainqueur final de Squid Game. Bien sûr, par rapport à toutes les déclarations et interprétations que vous trouvez dans cette vidéo, vous pouvez trouver tous les liens des sources en description. Beaucoup d'entre vous m'ont signalé que la série Squid Game avait de fortes similitudes avec le manga et anime Gakkyū Burai Kaiji, Ultimate Survivor. Et en effet, on peut y voir des similitudes assez prononcées, notamment dans le fait d'avoir un personnage principal désespéré et en quête d'argent à tout prix, quasiment forcé à participer à une série de jeux d'argent et de hasard lui promettant un énorme pactole. Bon, bien qu'il s'agisse d'un manga, je vais pas vous faire un dessin, mais à vous de vous faire votre propre opinion. Et libre à vous d'accuser Squid Game de plagiat si vous le souhaitez. Pour ma part, je trouve les œuvres suffisamment différentes et allant dans des directions suffisamment éloignées pour y trouver mon compte. Bref, si on le souhaite, on peut aussi rapprocher Squid Game de Battle Royale, dans le système d'élimination avec le décompte des survivants par exemple, ou encore de Alice in Borderland, également disponible sur Netflix, dans le fait de devoir participer à des jeux violents pour survivre. Certains y voient même un parallèle avec le film La Plateforme, dans sa dénonciation de la lutte des classes sociales. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ce film, si vous souhaitez en savoir plus. Mais ce qui est sûr selon moi, c'est que Squid Game est une œuvre de notre temps. Et même si elle a été écrite entre 2008 et 2010, elle entre en résonance avec notre époque. Une époque de montée du chômage, d'ultralibéralisme et de capitalisme à outrance, où l'individu ne vaut guère plus qu'une marchandise. Donc, bien sûr, on pourra toujours trouver des similitudes avec d'autres œuvres, ou même être tenté d'accuser Squid Game de plagiat, mais je pense que c'est surtout une question de ressenti et de culture personnelle. L'important est que cette série nous apporte quelque chose, qu'elle nous fasse réfléchir, qu'elle nous énerve, qu'elle nous indiffère ou qu'elle nous divertisse. En un sens, elle aura déjà réussi son pari. Et, au vu de sa popularité, bien qu'il faille différencier succès populaire et qualité intrinsèque d'une œuvre, on peut peut-être dire que le pari est d'ores et déjà réussi. Et voilà, c'est tout pour moi les expressistes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, il y a 2 vidéos qui devraient apparaître sur votre écran, donc n'hésitez pas à aller les consulter, bien sûr. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour tout, et je vous dis donc à très bientôt, et surtout, allez voir des films et des séries, et à très vite. Ciao les expressistes.